Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. En tout cas, j'espère que vous passez un bon week-end. Donc aujourd'hui, vous allez voir, on va parler de la Russie et surtout du rouble numérique. Parce que là, effectivement, donc, on a Vladimir Poutine qui a enfin annoncé finalement la sortie et la légalisation de son rouble numérique parce que donc, le président russe a ratifié donc, une loi permettant de légaliser le rouble numérique en Russie. Donc on va voir bien sûr qu'est-ce que il va y avoir des conséquences. Il y a eu des causes également à la création de ce rouble numérique, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Et surtout, on va voir les conséquences même au niveau de l'économie de la Russie, parce que voilà, il y a pas mal de choses à dire très intéressantes sur la Russie. Et en même temps, ça va être l'occasion de faire le point sur où en sont les sanctions occidentales contre la Russie, voir s'il y a eu des effets ou pas en définitive. Donc vous allez voir que soyez bien assis parce que là, on se rend compte qu'on a des conclusions clairement des sanctions occidentales après 2 ans. Je rappelle, les sanctions, 1 an et demi de sanctions. Eh bien, on se rend compte que là, on a une définitive dans les résultats. Ce n'est pas du tout ce qu'ils nous déclarent, bien sûr, à la télé. Clairement, et on va voir comment, pourquoi. Donc, vous allez voir, j'ai beaucoup d'articles de sources à vous passer. Donc, n'hésitez pas à vous poser tranquillement chez vous, confortablement, avec un petit café, un sandwich. Et puis écoutez, bien, c'est parti. Mais d'abord, bien sûr, je vous invite à voir mon trailer. C'est parti, j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr comme d'habitude. Donc la Russie adoube définitivement son rouble numérique et échappe aux sanctions. Donc effectivement, ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, c'est que Vladimir Poutine a ratifié donc, une loi, ça y est, c'est passé en Russie, permettant de légaliser carrément donc la MNBC, la monnaie numérique de Banque centrale de la Russie. Donc j'ai expliqué tout ça. Donc première chose, il faut savoir que ce rouble numérique n'est pas encore sorti. Là, il est en phase de test. Et notamment, il va passer en phase de test poussé à partir du 1er août 2023, c'est-à-dire dans quelques jours. Pour ça que je vous fais la vidéo, je vous en parle. Et donc, ce qui est intéressant également à voir, c'est que cette phase de test va durer 2 ans normalement, sera premièrement plutôt dirigée vers les banques et les entreprises russes, du moins certaines, avec une white list, si on peut dire. Et en 2025, si les tests se passent bien, eh bien, ce sera les citoyens russes qui auront la possibilité d'utiliser le rouble numérique. Et très intéressant, sans obligation. Donc là, c'est pas du tout par exemple comme la Chine, où on voit que le yuan numérique en Chine, c'est quasiment une obligation, même si les Chinois, le gouvernement ne le dit pas forcément. Très bien, derrière, on a compris que c'était quasiment obligatoire pour les Chinois au fur et à mesure du temps. Là, la Banque centrale de Russie a déclaré fermement que le rouble numérique ne sera pas obligatoire pour les citoyens russes. Après, entre ce qui est dit, ce qui est fait, bien évidemment, il faut toujours être prudent, mais pour l'instant, en tout cas, ils annoncent la couleur encore plus démocratique peut-être que nous en Occident. Bon, avec la sortie de l'euro numérique et tout. Bon, donc déjà maintenant je vais passer également, mais qu'est-ce que c'est ces objectifs? Pourquoi ils sortent maintenant le rouble numérique? Et il y a plusieurs objectifs, vous allez voir. Donc le premier objectif déjà, c'est d'assurer, d'accélérer la dédollarisation du monde. Alors bien sûr, je vais vous montrer des petits articles. J'ai oublié de vous montrer l'article là premièrement. Voilà. Là j'ai un article de coins.fr, donc Russie. Poutine autorise la Banque centrale à lancer une CBDC, donc clairement ça date du 25 juillet 2023, vous voyez c'est très récent. Ensuite, deuxième article, là c'est plus sérieux sur cointribune.com avec bientôt l'adoption d'une monnaie commune au pays du BRICS. Effectivement, notamment, fait allusion dans cet article-là, en fait, à la prochaine sortie de possiblement, probablement, parce que j'ai fait une vidéo que je vous invite à voir, effectivement sur la prochaine monnaie commune des BRICS, potentiellement, qui sera basée sur l'or. Donc vous voyez, ça sera... Là, on voit que ça bouge énormément au niveau des BRICS, qu'il y a un front clairement contre le dollar et surtout contre le monde occidental, on l'a bien compris. Et je rappelle que les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Et donc, quand on dit l'Afrique du Sud, on parle également des pays africains dans leur ensemble, parce qu'on voit bien que là, Vladimir Poutine, si vous suivez les actualités un peu de la Russie et de l'Afrique en ce moment, eh bien, il y a beaucoup de négociations entre Vladimir Poutine et les pays africains en ce moment. Donc là, on voit que ça bouge pas mal sur le continent africain.
Et donc, ce qui se passe, eh bien, c'est que le but de ce rouble numérique, donc, ça va être vraiment de renforcer les liens économiques à l'intérieur des membres du BRICS, mais également avec d'autres pays du tiers-monde qui veulent échapper à la tyrannie du dollar. Et je pèse mes mots, hein, et j'assume quand je dis tyrannie du dollar américain, parce que le dollar américain sert uniquement les intérêts des Américains, hein. Ça, on l'a tous compris, j'imagine, à travers les 30 dernières années, même 50 dernières années, qui nous ont précédés et qui ont été très révélatrices sur on va dire, la géopolitique très agressive d'ingérence des Américains sur le monde. Et donc, à l'échelle internationale, ce rouble numérique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre également à la Russie d'assurer des échanges transfrontaliers, notamment avec les partenaires commerciaux des BRICS et d'autres pays du tiers-monde, comme je vous l'ai dit. Donc notamment la Chine et l'Inde en priorité, et notamment devinez sur quoi? Eh bien sur l'énergie. Et donc vous avez la Chine, l'Inde et la Russie qui sont vraiment en pleine négociation pour justement faire des échanges de produits, donc de denrées commerciales, donc soit en rouble numérique, en yuan numérique et même en roupie pour l'Inde. Donc on voit qu'il se passe quelque chose avec la numérisation déjà de ces monnaies. Et en fait, pourquoi ils mettent en place ce rouble numérique? Et bien simplement parce que le rouble numérique permettrait à l'échelle un peu des blockchains des crypto-monnaies de faire des transactions donc moins coûteuses mais également beaucoup plus rapides, à l'image un peu du XRP qui permet de faire des transactions transfrontalières à des vitesses records par rapport au réseau SWIFT. Donc c'est le but du XRP, c'est de révolutionner le réseau SWIFT pour le reléguer un peu à l'échelle du Moyen-Âge, hein. Clairement, on peut le dire. Et donc là, l'objectif du rouble numérique, bien, c'est de passer par là avec la Russie et en fait de pouvoir remplacer le réseau bancaire russe actuel qui s'appelle le SPFS. Parce que je rappelle, donc j'ai un article ici de Reuters notamment. Je vous montre ça, voilà, Reuters, vous voyez, donc le réseau SWIFT, donc l'alternative en fait au réseau SWIFT pour la Russie, s'étend très rapidement cette année, déclarent les banques centrales. Et vous voyez, ça datait du 23 septembre 2022, parce que je vous rappelle effectivement que la majorité des grosses banques russes ont été exclues à travers les sanctions occidentales du réseau SWIFT international. Donc la Russie en fait n'a pas eu d'autre choix que de créer son propre réseau bancaire qui s'appelle le SPFS pour créer un réseau bancaire alternatif au réseau SWIFT. Vous voyez un peu le délire. Et donc en fait ce rouble numérique, parce que leur réseau SPFS, il permet effectivement d'assurer des transactions internes, mais certainement pas de faire des transactions transfrontalières, notamment avec la Chine, l'Inde ou d'autres pays à l'échelle mondiale. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin du rouble numérique justement pour s'affranchir des limites de leur réseau SPFS. Et on voit qu'ils y vont à toute allure, puisque là, c'est en phase de test dès le 1er août 2023. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut sur les Russes, mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que eux, quand ils disent quelque chose, ils le font, hein. Clairement, contrairement à nous en Occident, où on dit des choses, on fait rien. Derrière, enfin, quand je dis ça, c'est plutôt au niveau des gouvernements, hein. Là, on est champion du monde là-dessus. Bon, donc, il faut savoir, là, j'ai un autre article, excusez-moi, avant de passer à la suite, je vous montre également, comme ça, je vous montre les sources. Donc Euronews également, les banques russes bannies du réseau SWIFT ont-elles des alternatives? Voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais. Eh bien, elles avaient l'alternative avec le réseau SPFS, mais qui est bien sûr qui n'était pas pas optimal, on va dire. Bien sûr, là, on va atteindre. Donc là, j'ai fini cette petite parenthèse sur quelques objectifs du rouble numérique, de la sortie du rouble numérique pour la Russie. Et maintenant, j'ai passé à un autre point qui est très peu abordé, c'est l'inflation russe. Et effectivement, un des objectifs du rouble numérique, c'est également d'essayer de contrer et de faire baisser l'inflation russe. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé aux courbes, et notamment je vais vous montrer directement sur le site de statista.com, comme vous pouvez le voir ici. Et vous voyez ici, j'ai l'inflation, j'ai le taux d'inflation de juin 2021 à juin 2023 en Russie. Vous voyez? Et regardez, donc on voit qu'en 2021, la Russie déjà avait une augmentation de l'inflation entre 7 et 8%, c'est quand même franchement énorme, hein, à l'époque. Là, ça datait de l'ère post-Covid. Ensuite, en 2022, février 2022, vous avez eu l'invasion de la Russie, donc la guerre Russie-Ukraine qui était déclarée en février 2022 précisément, fin février. Et regardez, boum! Juste derrière, on a eu les sanctions occidentales qui sont enchaînées donc en masse contre la Russie et on a eu une explosion de l'inflation russe qui est passée à 17,5%, causée en majorité par la chute en fait de la valeur du rouble
normal russe. Et donc là, on voit qu'il y a eu vraiment des conséquences. Et derrière, donc on nous avait promis, hein, vous allez voir, on va en parler, hein, notamment de Bruno Le Maire en France, vous avez promis que les sanctions occidentales mettraient l'économie russe à genoux. Et bien en fait, plus les médias occidentaux martelaient qu'ils mettaient la Russie à genoux, et plus l'inflation russe, en fait, au fur et à mesure du temps, a diminué. Donc faut le faire quand même. Et donc jusqu'à atteindre, regardez, jusqu'en février 2023, une chute massive. Donc là, c'est vraiment significatif, de 11% et passé à 3%. Ah. Donc aujourd'hui, regardez, on est même retrouvé, donc là en avril 2023, à 2,3%, quasiment à la norme voulue par les banques centrales dans le monde, parce que l'objectif des banques centrales dans le monde, je rappelle, c'est d'atteindre une inflation de 2% par an, parce qu'ils jugent que c'est l'équilibre optimal pour assurer le développement sain d'une économie d'un pays. Et donc là, vous voyez, il y a l'inflation qui est de nouveau en train de remonter légèrement en Russie avec, en juin 2023, une inflation à 3,3%. Donc, un des objectifs, en fait, du rouble numérique, c'est également de favoriser donc les échanges commerciaux internes et donc de booster quelque part l'économie de la Russie tout en essayant de limiter au maximum l'inflation. Bien sûr, le rouble numérique à lui seul ne suffira jamais à juguler l'inflation parce qu'il est plutôt indirect par rapport à l'inflation. Mais donc on voit, en tout cas, je voulais vraiment vous parler de cette courbe d'inflation déjà pour vous montrer que dans un premier jet, hein, d'après cette courbe, les sanctions occidentales déjà n'ont pas d'effet, clairement. Parce qu'on voit que ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que le rouble normal, hein, pas le rouble numérique, le rouble normal, en fait, au fur et à mesure du temps, donc, il a pris cher au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et derrière, malgré donc, les sanctions, je rappelle, sur le pétrole et sur le gaz russe, et toute la panoplie, donc je crois qu'on en est enfin, j'ai plus le nombre de trains de sanctions en tête qui étaient mis en place par l'Occident, mais ça a plus de 10. Donc on a plus d'une dizaine de trains de sanctions qui ont été mis en place contre la Russie. Et bien malgré ça, malgré cela, on voit qu'ils sont arrivés clairement avec une meilleure inflation aujourd'hui que nous en Europe. Donc, pas sûr que ce soit la victoire, comme le disaient nos gouvernements occidentaux, contre la Russie au niveau économique. Bon, donc je continue les amis. Alors cette fois, donc là, on a vu l'inflation. Et également, très important, on va parler des autres effets, hein, des autres mesures prises en place par la Russie, cette fois sur qu'est-ce qui a amené le fait que la Russie en fait est plutôt résiliente au niveau économique. Et là, j'ai un autre article de Le Monde, vous allez voir. Donc, Danone, comment le piège russe s'est refermé sur le géant français des produits laitiers. Donc, clairement, là, vous voyez, vous constatez. Donc, c'est un article du 26 juillet 2023, donc extrêmement récent. Et donc, en fait, c'est ça, c'est que la Russie a vraiment une stratégie derrière pour contrer les sanctions occidentales. Donc, le rouble numérique fait partie de cette stratégie d'ensemble, qui est de contre-attaquer au niveau économique. Donc, c'est bien plus intelligent même que sur le niveau militaire. Parce qu'on voit que là, l'objectif de la Russie, c'est même de mettre la main sur les plus grosses entreprises donc, occidentales, hein, et de les transformer en fait en entreprises russes, quelque part. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, que beaucoup d'experts disaient en 2022 et alertaient, c'est qu'ils disaient attention, si vous sortez, si vous poussez l'Occident, toutes les entreprises occidentales à partir de la Russie, mais en fait, ça va être une catastrophe pour l'Occident, mais pas pour la Russie, parce que la Russie, eux, ils auront juste à reprendre les locaux, les machines et les outils, et même le personnel russe, parce que les personnels qui étaient en Russie, qui travaillaient dans les entreprises occidentales, c'était des personnels russes. Donc, avec le savoir occidental, forcément, parce que ces personnes-là ont forcément été formés pour pouvoir travailler dans ces entreprises. Et donc là, ce qu'on constate, à travers notamment ces affaires montrées là par l'article de Le Monde, c'est que en fait la Russie est en train de mettre la main mise sur toutes les entreprises restées, enfin au niveau du matériel, hein, qui était abandonné en Russie, et derrière elle s'est réorganisée la Russie au point même de maintenant désormais avoir son propre savoir, puisque les personnels russes restés en Russie, eh bien eux ils ont gardé leur savoir. On les a pas rapatriés en même temps. Donc c'était vraiment, enfin, tout ça c'était une histoire de logique au final, mais aujourd'hui on peut constater que même à ce niveau-là, eh bien c'est l'Europe qui a eu beaucoup plus enfin, qui a plus de mal à s'en remettre que la Russie. Bon, donc c'est vraiment une catastrophe, hein, on peut le dire.
Et donc, il n'y a pas eu que Danone, hein. Là, je vous mets l'exemple de Danone, il y a eu également eu Carlsberg, et il y a eu également plein d'autres entreprises, même dans le milieu de l'aéronautique. Il y a la Russie, elle a mis la main mise sur une flotte d'avions, enfin, le délire. Et donc, après, moi, ce qui va être très intéressant de voir également, c'est la politique assurée par les banques centrales. Et notamment la Banque centrale de Russie. Parce que là, on voit bien que dans le monde, la politique actuelle de toutes les banques centrales en moyenne, c'est d'augmenter, vous avez vu, les taux directeurs, et même en... Donc là, c'était avant-hier, donc jeudi, il y a eu une nouvelle hausse des taux directeurs de la part de la Fed, donc aux États-Unis, et également de la Banque centrale européenne, de 25 points, il me semble. Donc on voit que là, la tendance est à l'élévation des taux directeurs des banques centrales pour justement contrer l'inflation. C'est ça l'objectif. Et donc la Russie, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle n'échappe pas à la règle. Là, c'est intéressant d'analyser ça parce que on voit que la Russie, enfin, la Banque centrale de Russie a augmenté là en juillet 2023, pardon, ses taux directeurs à 8,5%. C'est une énormité. Et donc là, enfin, vous pourriez se dire, ben, c'est une catastrophe pour la Russie. Eh bien, même pas, parce que l'enjeu, je vous rappelle, hein, quand une banque centrale augmente les taux directeurs, comme elle l'incite, donc les crédits, à être beaucoup plus chers sur la zone concernée par cette hausse des taux, eh bien, les citoyens, les entreprises vont avoir moins de capacité et avoir moins tendance à emprunter de l'argent, parce que les crédits vont être beaucoup plus chers que lorsque les taux directeurs étaient plus bas au niveau des banques centrales. Donc, ce qui se passe quand une banque centrale augmente les taux, eh bien, c'est-à-dire qu'on a une contraction sévère de l'économie qui est proportionnelle généralement à la puissance d'augmentation de l'augmentation des taux directeurs. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Occident, on fait face à des récessions plutôt conséquentes, notamment donc, en Europe. On l'a vu, officiellement, nous sommes en récession depuis quelques mois, donc même l'Allemagne est en récession, l'Europe en moyenne est en récession. Ça veut dire que nous avons une contraction de l'économie et donc une chute de la croissance de l'économie, clairement. Et donc c'est pareil pour les Britanniques, les États-Unis sont pas loin, bref, et également la Russie. Sauf que la Russie, elle est en guerre. Donc je vous laisse même pas imaginer le délire, c'est que la Russie, elle a une économie de guerre actuelle puisqu'elle est en guerre. Donc c'est logique. Or, une économie de guerre, en général, c'est vous avez tous les moyens, toutes les ressources qui sont allouées à faire la guerre. Donc, normalement, il devrait y avoir une augmentation, une inflation monstre. Il devrait y avoir une économie avec des dettes explosives qui sont allouées au budget militaire, etc. Or, qu'on peut constater là, et je vais donc les recherches, je vais vous montrer, c'est que c'est pas du tout le cas. C'est que donc, la Russie est en guerre, mais elle a une économie de guerre légère. Donc ça, c'est peut-être une première dans l'histoire, et donc je vais vous montrer, hein. Là, j'ai des articles, bien sûr, qui vont me prouver tout ça. Alors attendez, je vais retrouver... Voilà, c'est ça, pardon, excusez-moi. Donc, je vais retrouver l'article, donc voilà, le devoir, l'énergie continue de soutenir la croissance russe en 2023. Donc là, on a quand même des choses assez phénoménales, et il n'y a pas que ça, hein. Je vais également vous montrer l'autre point, voilà, c'est ça. Et la dette publique. Donc, il faut savoir que nous, en Occident, pourquoi c'est dangereux cette hausse des taux directeurs? C'est parce que nous avons des dettes extrêmement, enfin vraiment colossales. Donc en France, nous avons 3000 milliards d'euros de dette et c'est l'équivalent de plus de 100% en fait, de notre PIB. Or, donc vous avez vu les chiffres là, là j'ai la dette publique de la Russie et regardez, donc évolution de la dette en pourcentage du PIB, donc là en 2021, dans les chiffres de 2021, la dette de la Russie s'élève à peu près à 16% du PIB. Alors que nous, en France, on est à plus de 110%, la dette représente plus de 110% du PIB. Ça veut dire que en France, chaque citoyen est extrêmement endetté en fait par rapport au budget public. Ce qui n'est pas le cas en fait en Russie. Et donc ça provoque quoi? Ça provoque le fait que au niveau par exemple de l'économie, et au niveau de la hausse des taux directeurs, eh bien, la Russie peut se permettre de contracter son économie parce que ses dettes sont faibles. On le voit bien avec le PIB qui a 17% en 2021 et c'est à peu près la même chose en 2023. En parallèle, vous avez également, donc vous voyez l'évolution de la dette ici. Regardez, voilà, on voit l'évolution de la dette, c'est-à-dire que ça a augmenté légèrement et on voit que effectivement c'est logique parce que comme je vous l'ai dit,
Russie est en guerre, donc vous avez un budget militaire qui est normalement censé augmenter, mais on ne voit pas non plus, enfin c'est pas la panacée, c'est pas l'explosion nucléaire comme nous l'avons vécu en France, alors que nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en économie de guerre, enfin on est en économie de guerre pas loin quand même avec la propension à jeter l'argent à l'Ukraine pour qu'ils démolissent leur matériel sur le champ de bataille. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que nous avons une courbe en France qui est beaucoup plus élevée au niveau de l'évolution de la dette que celle de la Russie. Quand même assez incroyable. Et donc, je vous remonte l'article que je vous ai passé au préalable. Tout ça, c'est à cause de quoi? Pourquoi la Russie s'en sort aussi bien? C'est à cause de son énergie, et notamment de sa croissance. Bien, au niveau des échanges, des partenariats commerciaux, notamment avec la Chine et l'Inde, et notamment les autres partenariats avec les membres du BRICS, qui permet en fait à la Russie de se maintenir à flot, même dans le cadre d'une guerre de haute intensité quand même avec l'Ukraine. Et même en fait, c'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN derrière, on va pas chipoter. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sanctions occidentales menées contre la Russie en 2022 et début 2023, eh bien, elles sont totalement inefficaces. Et je vais aller plus loin, elles ont même renforcé la Russie, parce qu'au final, la Russie s'est dégagée de l'Occident, et donc aujourd'hui a été obligée quelque part déjà de consolider son propre savoir technologique, qui était à la base détenu par l'Occident, que l'Occident possède toujours, mais s'il n'y a plus personne à qui vendre ce savoir, eh bien l'Europe, elle est fichue, parce que nous, notre principale ressource, c'est l'agriculture et notre savoir technologique. Mais tout ce qui est les composants, les métaux, etc., tout ça, c'est les autres pays, en fait, qui nous le fournissent. Et notamment, même l'énergie, on l'a vu, c'est la Russie. Donc, on voit que là, c'est pour cette raison-là, à cause de l'énergie, que la Russie, malgré le fait que sa banque centrale augmente ses taux directeurs à des taux records, donc à 8,5% notamment en juillet 2023, contre nous en France, on a 4,3% là en juillet, et bien malgré cela, l'économie de la Russie est meilleure que celle de l'Europe et que celle même de la France, par exemple. Voilà. Et donc, la Russie est peut-être au bord de la récession, peut-être, mais elle ne l'est pas encore réellement. Et si elle a une récession, ce sera une récession légère, qui sera, franchement, dans le cadre où elle est en guerre, clairement, c'est quand même presque un exploit de sa part. Donc, pour vous dire, on n'est pas sorti de l'auberge encore une fois, et qu'on est vraiment dirigé, nous, en Europe, par des... Je ne veux même pas dire le propos, mais c'est lamentable. Hein. Et donc, effectivement, donc là je vais vous montrer un article pour dire comme quoi on est vraiment bien dirigé nous en Europe, un article de Le Monde toujours, en tant qu'affaire. La Russie n'a pas subi l'effondrement économique annoncé par Bruno Le Maire fin février 2022. Voilà. Donc on nous annonçait encore une fois que ça allait être la fin du monde pour la Russie, finalement c'est l'inverse, c'est nous, les Européens, on l'a vu parce que nous on a une augmentation des factures d'électricité qui vont augmenter à partir du 1er août 2023 de 10%, mais après tous les 3 mois, tous les 6 mois, on va avoir une nouvelle augmentation de 10%, 17%, ainsi de suite, jusqu'à avoir une augmentation jusqu'à 50% de nos tarifs d'électricité, parce que nos gouvernants, donc très compétents, eh bien, ont décidé de mettre la Russie à genoux, mais en fait, c'est pas la Russie qu'ils ont mis à genoux, c'est leur propre nation. Bravo. Moi, j'applaudis. Bon, voilà les amis, donc clairement, le rouble numérique, pour en revenir donc au sujet principal de la vidéo, eh bien, vous l'avez bien compris, dans ce contexte-là, va permettre en fait à la Russie de se renforcer encore plus au niveau économique, parce que sur le plan économique, ça va être surtout les échanges commerciaux transfrontaliers, notamment sur le plan énergétique, avec la Chine et l'Inde, qui vont être renforcés et surtout qui vont être, on va dire, sur le plan technique, rendus plus efficaces, si je puis dire, puisque les paiements seront plus rapides, moins coûteux, et donc vous allez avoir des échanges plus efficient, voilà, c'est le bon terme. Et donc, au niveau de la conclusion, eh bien, on peut dire, donc là, comme je vous le rappelle, le rouble numérique sera en phase de test pendant 2 ans, rendu accessible uniquement dans un premier temps aux entreprises et aux banques, donc notamment russes, qui pourront échanger notamment peut-être avec leurs homologues de Chine et d'Inde, et même des autres pays. Et ensuite, après ces 2 ans-là, eh bien, en 2025, les citoyens russes auront la possibilité de faire leurs achats ou de vendre des choses avec du rouble numérique. Bon. Et donc, en fait, l'objectif de ce rouble numérique, en conclusion, c'est de booster tout simplement l'économie de la Russie indirectement, hein, parce que je vous rappelle qu'une monnaie en tant que telle ne peut pas booster en soi une économie,
c'est plutôt la nature même du rouble numérique qui va permettre de booster l'économie et les échanges commerciaux de la Russie, les amis. Et donc en fait, le rouble numérique, c'est pour ça que à l'heure actuelle où on est au niveau géopolitique, eh bien c'est plus quasiment une arme militaire. Enfin, c'est une arme économique, hein, bien évidemment, mais c'est également une arme militaire parce que, également, le but de la Russie, c'est également de se passer du dollar et d'affaiblir le dollar indirectement également. Donc on voit que là, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte géopolitique où nous avons vraiment une guerre alors, militaire en Russie-Ukraine, bien évidemment, mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg, mais la partie immergée de l'iceberg, c'est vraiment la guerre, est beaucoup plus grosse, hein, la guerre monétaire qui est en train de se jouer, et surtout, la victoire ou la perte d'un camp sur cette guerre monétaire va déterminer le futur leader mondial de demain, en clair. Et si on prend les paris, personnellement, si je prends les paris, ce ne sera pas le monde occidental clairement qui va gagner, vu comment c'est parti et vu comment le dollar est en train de perdre de la vitesse. Voilà les amis, bon bah écoutez, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à me dire également des commentaires si vous êtes en accord donc, avec ces propos, si vous avez vos propres informations, n'hésitez pas, parce que plus on a d'informations, plus on peut en débattre et mieux c'est pour tout le monde. Et puis sinon, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end, hein, une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao.